Bonjour et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury pour une fois encore ensemble avec nos invités. Revoir l'actualité politique de notre cher pays, sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Mais avant le débat autour des sujets, notamment la contestation de CAP 2015, des résultats du scrutin du 25 avril dernier et aussi les grands défis de l'heure, nous allons scruter la une des journaux qui sont parvenus à notre rédaction ce matin, commençant par Nouvelle Opinion qui dans sa parution numéro 440 de ce 12 mai 2015 titre « Contestation en vue de la victoire transparente de Faure pourtant saluée par tous ». Les Togolais se laisseront-ils à nouveau embarquer dans l'aventure des marches hebdomadaires, s'interroge Nouvelle Opinion. Et puis toujours à la une du journal, élection présidentielle démocratique et sans violence au Togo. Mention spéciale au ministre Yark et à la FOZEP. Le nouvel élu face aux sollicitudes de son peuple pour le prochain quinquennat, un mandat de défi pour le président Faure Gnassingbé, écrit Nouvelle Opinion, qui poursuit célébration de la victoire de Faure Gnassingbé. Le MJPG manifeste sa joie pour le climat de démocratie apaisé au Togo. Journée internationale des travailleurs, les agents de la CET ont fêté le 1er mai dans l'allégresse. Et pour finir, le journal s'est intéressé au forum sur la déontologie organisé par l'Observatoire togolais des médias et écrit « Les journalistes ont débattu sur la confraternité et l'identité de l'information ». Et puis le médium également dans les kiosques, son numéro 172 du 12 au 18 mai 2015. À la une, on s'intéresse à Togo Télécom, à son ex-directeur général Sam Bikassam, et le journal écrit « Togo Télécom, gestion et état financier, exercice 2007, 143 91 452 francs CFA de frais de mission parfois injustifiés, 176 693 300 francs CFA pour l'achat de boissons et 157 259 005 francs pour le sponsoring en termes de frais de publicité et marketing sous Bikassam. Et puis économie, l'acharnement de la BCAO contre le ministre Kako Nouboupo. Le journal s'est intéressé au secteur social et écrit Rotary Club Lomé Azur et JCI Togo aux cheveux des malades au CMS d'Agbodrafo. ITIE, bonne gouvernance, toujours pas de traces de près de 2 milliards de francs CFA. Le principe de redevabilité mis à mal, écrit le médium. Économie, Assemblée générale d'Ecobank Togo, une croissance de 9% du total bilan en 2014. Voilà donc ce qu'on peut lire à la une du journal Le Médium, l'Union pour la patrie à présent, qui a démarré avec la journée de l'Europe et titre à l'occasion de la journée de l'Europe, le représentant de l'Union européenne s'est exprimé sur le scrutin présidentiel du 25 avril. En reprenant donc une citation de l'intéressé, le journal écrit « Nous félicitons tous les candidats, le vainqueur et les vaincus, et avec eux tout le peuple togolais ». Et ces propos sont donc de Nicolas Berlanga Martinez. Et puis autre article à lire à la une du journal L'Union pour la patrie. À la suite de la démission de Isenak Zewoldi, Askai nomme Enoch Terera au poste de directeur général. Autre article, pour réglementer l'accès et protéger les sépulcres, le cimetière de Bekota va se doter d'une clôture. Vis-à-vis de la diaspora togolaise, le pouvoir de Lomé décline ses actions durant les 5 ans à venir. Et puis pour finir, réhabilitation de la voirie urbaine, un délai de 6 mois à Midnight Sun pour arranger la rue de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et pour finir, le journal L'Alternative de Ferdinand Médecin Haïti également dans les kiosques titre à sa une « Appel au recomptage des voix, CAP 2015 donne jusqu'au 15 mai, point de suspension ». Et puis une grande marche samedi prochain à Lomé. Faure prépare une curieuse investiture, écrit le journal en petit point annexé au titre donc de la une. Et puis CHU Sylvanus Olympio, les drames humanitaires se multiplient. À Oumezounou, l'incompétence ou la méchanceté gratuite. Et puis dans sa rubrique Nation, le Togo sous les Gnassingbé, première dictature en Afrique, premier pays le plus misérable au monde. Chronique politique du journal L'Alternative. Pourquoi la République est-elle si couverte de fraude et de crimes, s'interroge le journal. Il n'y a qu'un seul problème vraiment sérieux au Togo, c'est la question morale. Et puis sport, football.
Primo Carvaro désavoue le G36. Le 24e tour cycliste du Togo démarre avec les mêmes incertitudes. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux qui sont parvenus à notre rédaction ce matin. L'Alternative, l'Union pour la Patrie, le Médium et puis Nouvelle Opinion au prix unique de 250 francs CFA. Autour de ce plateau avec moi ce matin, Fabrice Pétiesi, directeur de publication du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et notre second invité, il s'appelle Elias Hunkali, directeur de publication du journal La Croix du Sud. Bonjour Elias et bienvenue. Oui, Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Voilà, je profite de cette occasion pour dire bonjour à ceux qui nous suivent via les ondes des médias partenaires, Radio KNTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, et puis sur le web, deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bien de choses donc à tous les Togolais de la diaspora. Ce matin, comme premier sujet, nous évoquons la contestation de CAP 2015 des résultats du scrutin du 25 avril dernier, des résultats qui donnent vainqueur le président sortant Faure Zimna Gnassingbé avec 58,77% des voix. Elias, aujourd'hui, comment peut s'expliquer cette contestation de CAP 2015? Elle était prévisible. Cette contestation, parce que lorsque nous revisitons un peu de proche en proche l'organisation de ces élections et comment est-ce qu'une certaine classe de l'opposition a eu à dire d'arrêter le massacre, et de revoir les copies, de refaire bien les choses avant d'aller à cette élection, et que nous allons toujours faire face à ces élections, contestation, dialogue, contestation, élection, dialogue. Et cette classe politique n'a pas été écoutée. Et voilà, nous sommes au pied du mur. Monsieur Jean-Pierre Fabre, candidat de CAP 2015, dit qu'il a gagné avec 52,20% en comptant les 26 CELI. Et monsieur Faure Gnassingbé a été, disons, dit candidat, mais candidat gagnant à ces élections par la Cour constitutionnelle. Et vous savez que quand la Cour constitutionnelle dit le droit, il n'y a plus de contestation. Mais les contestations auxquelles nous allons assister ces temps-ci, moi je crois que c'est inquiétant. C'est inquiétant sur deux points. Le premier point, c'est que vous devez constater que à l'annonce des résultats, il n'y a pas de manifestation, tout est calme, comme si de rien n'était, comme si nous sommes en guerre froide actuellement. Et ce n'était pas le cas en 2010, où une fois les résultats proclamés, vous avez vu les jeunes, disons, sortir dans les rues pour réclamer ci, pour réclamer ça, et brûler des pneus, tout ça là. Je crois que la civilité a voulu, en cette année 2015, que le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, a éduqué bien ses militants, a essayé de leur donner beaucoup de leçons de civisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout se fait dans toute discrétion. Et nous ne savons pas ce qui va se faire, surtout le grand meeting que le CAP 2015 a tenu la dernière fois au terrain Beninglato. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a de l'ultimatum même qui a été donné à la communauté internationale, en particulier l'OIF, disant nous vous attendons jusqu'au 15. Si rien n'est fait, nous allons descendre dans les rues samedi, et nous ne savons pas ce samedi-là ce qui va se passer. Mais pour le moment, moi je pense que nous sommes dans ce que je peux qualifier de guerre froide, mais nous attendons de voir. Voilà, Fabrice, est-ce que vous partagez le développement de Elias, qui estime que nous sommes, que l'atmosphère que nous vivons, ou le climat qui règne actuellement, semble être un climat qui donne une prétention sur une guerre froide? Non, pas du tout, loin de là. Je crois que ça pourrait paraître cela pour quelqu'un qui foule pour la première fois le sol du Togo. Ça, c'est du déjà vu, et même pire que ça. Et donc, moi, je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ce qui se passe. Et je dirais également que les contestations de Jean-Pierre Fabre ne me surprennent pas. Moi aussi, je dirais cela, mais pas avec le même argumentaire. Parce que imaginez-vous, avant l'organisation de cette élection-là, il y a une bonne partie de l'opposition, notamment le CAR et puis un autre front, le Front Tchobé, qui ont dit de ne pas aller à ces élections-là parce que les conditions n'étaient pas remplies.
Et Jean-Pierre Fabre a promis la main sur le feu à ses militants et à qui voulait l'entendre, qu'il ira à ces élections, qu'il fera tout pour qu'elles soient transparentes et qu'il va les gagner. Et puis, ça avait susurré que Jean-Pierre Fabre aurait signé un pacte, fait un deal avec Faure Gnassingbé pour aller le légitimer à ces élections, ou alors on ne comprenait pas pourquoi il peut aller à une telle élection. Certains estimaient que peut-être qu'il y a de l'argent qui est passé quelque part, il y a une certaine trahison. Et vous croyez qu'au lendemain de ces élections, Fabre a été déclaré vaincu? Vous pensez que Fabre peut prendre son téléphone, du moins se reconnaître ces résultats-là? Non. Sur le plan politique, ça ne l'arrangerait pas du tout de reconnaître la transparence de ces élections, parce que ça voudrait simplement dire qu'il est mort politiquement. Et moi, je crois que si j'étais également à sa place, je ne reconnaîtrais pas ces résultats-là. Pas parce qu'ils ne sont pas transparents, mais pour des raisons de stratégie politique. Parce qu'aujourd'hui, l'ANC reconnaître que les élections se sont bien déroulées, nous reconnaissons notre DPS, c'est donner raison à ceux qui ont dit avant les élections que Fabre allait à ces élections pour légitimer Faure Gnassingbé, qui a eu un deal. Donc, c'est simple. Maintenant, les histoires de marche, de quoi, ultimatum, on a vu pire que ça avec le FRAC, le collectif Sauvons le Togo et tout cela. Quand on me dit qu'on a donné des leçons de civisme à ces militants pour qu'ils ne sortent pas le jour de la proclamation, je dis c'est faux. Les gens réagissent d'eux-mêmes. Quand les choses sautent aux yeux, les gens réagissent sans qu'on les appelle. Et donc cette fois-ci, les gens sont fatigués, ils estiment que bon, voilà, le scrutin, quelles que soient les irrégularités qui l'ont entaché, ce n'est pas comme ce qu'on a vu en 2005 où il y a eu un véritable cafouillage, loin d'être des leçons de civisme qu'on aurait donné à des militants. Je crois que les Togolais sont parfois, les citoyens sont parfois imbibés de civisme que les leaders politiques eux-mêmes, parce que quand vous prenez un leader politique qui va se soumettre à toutes les exigences d'une cour constitutionnelle avant l'organisation des élections et à la fin de cette élection dire qu'on ne reconnaît pas cette cour, je ne sais pas si cet individu est capable de fournir des leçons de civisme à un citoyen. Non, je refuse qu'on prenne des citoyens comme des gens qui ne savent rien. Au contraire, il faudrait que les hommes politiques se ravissent pour dire que le peuple, même si les gens sont là dans leur coin, ils ne parlent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne maîtrisent rien de ce qui se passe. Ils maîtrisent et ils agissent en conformité avec leurs aspirations, en conformité avec la réalité. Les politiciens sont ce qu'ils sont, ils tentent de manipuler le peuple tel qu'il est, mais il y a des gens bien avertis, mieux avertis même que certains leaders politiques qui savent ce qu'il faut faire exactement. Donc, je crois que ces contestations, on en a eu depuis toujours. En 2010, on en a eu également. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Qu'on va marcher jusqu'à prendre la présidence, on fera ci, on fera ça, et puis après, bon, voilà. Les élections arrivent, on prend de l'argent et puis bon, on participe à ces élections-là et tout cela. Je crois que tout ça là participe à une simple stratégie politique. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous compilez des résultats, vous déclarez gagnant et après vous demandez qu'on recompte les voix ou alors vous demandez à la francophonie de faire ci ou ça. Tout ça là, c'est des illusions, c'est des illusions dans lesquelles... Et j'en suis certain, Fabre ne se fait pas des illusions, mais il tente tout simplement d'embarquer les gens dans un truc. Et apparemment, ça lui marche, puisque en 2010, il avait 33%. Et il a appliqué la même stratégie et cette année, il a 35%. Donc, politiquement, c'est quelque chose qui lui marche. À défaut d'avoir le pouvoir présidentiel, je crois qu'il y a aussi un combat autour du leadership de l'opposition qu'il ne faut pas oublier. Et sur ce terrain, Fabre se dit qu'il faut garder cette position-là. Et pour garder cette position-là, il ne peut qu'incarner ou du moins se présenter tout ce qu'il présente en ce moment. Donc, plus rien ne m'étonne dans ce pays. Voilà, si on fait le tour, Elias, on comprend que normalement, selon les tests en vigueur dans notre pays, après une élection, si contentieux il y a, on saisit la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez Jean-Pierre Fabre dans son refus de saisir la Cour constitutionnelle, mais qui préfère donner un ultimatum à l'Organisation internationale de la francophonie? En fait, tout est parti d'une question de confiance. Fabrice disait tout à l'heure que c'est les mêmes candidats qui ont vu leur dossier validé par la Cour constitutionnelle, avec leurs représentants qui ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et que maintenant, voilà que on proclame les résultats, ils contestent les résultats. En fait, moi je suis un peu sidéré quand j'écoute ce genre de propos. Vous avez une institution, nous avons une institution en place. Cela ne veut pas dire que tout ce que l'institution a fait est, disons, blanc. Il y a toujours des points de critique. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Jean-Pierre Fabre ou bien d'autres candidats
que les résultats, une fois donnés, ces candidats-là ne peuvent pas, disons, contester les résultats sortis des urnes. Puisque les contestations commençaient depuis même au niveau de la CENI. C'est de la façon que Tafa Tabiou, le président de la CENI, a procédé à la proclamation des résultats qui n'a pas plu parce qu'ils étaient en plein décompte des voix. Quand lui seul s'est levé pour aller proclamer ses résultats. En tout cas, moi je m'en tiens aux faits, parce que moi je suis journaliste, je m'en tiens aux faits et j'analyse les faits tels que se sont passés. Alors, quand les choses sont déroulées comme ça, il y a 16 CENI. Dans les explications, il y a 16 CENI qui sont des CENI à problème. Lesquels CENI, il faut revoir les décomptes, les anomalies qui ont lieu dans ces CENI-là, les corriger avant de compiler tous les résultats. Mais vous convenez avec moi que Tafa Tabiou, le président de la CENI, a proclamé les résultats à la base des 42 CENI. Quant au CAP 2015, CAP 2015 a dit, nous sommes entendus sur les 26 CENI. Les 26 CENI où il n'y a pas de problème, nous sommes gagnants avec 52,20%. Je ne vois pas pourquoi on ne veut pas que Jean-Pierre Fabre conteste aujourd'hui les résultats. Mais moi, je fais l'analyse au-delà. Est-ce qu'il ne faille pas, je reviens avec la question, parce que selon les lois qui sont en vigueur dans notre pays, surtout le code électoral, en cas de contentieux électoral... Je répondais tout à l'heure à cette question, en te disant tout simplement, Rodrigue, je répondais à cette question que tout est question de confiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui... On peut faire confiance à l'OIF, CAP 2015 a exigé que le général Sangaré revienne au pays, revienne ici au Togo pour revoir les décomptes. Parce que vous savez que la manière dont Sangaré est parti de Lomé, vous êtes journaliste, vous le savez. Je ne dis pas que le général Sangaré en partant de Lomé, devait avertir tous les Togolais, bon voilà, au revoir, je suis partant. Non, mais c'est dans les difficultés que vit la CENI, c'est dans ces genre de difficultés-là que Sangaré est parti. Et là, ça a choqué plus d'un Togolais. Donc aujourd'hui, si CAP 2015 demande à ce que M. Sangaré revienne pour essayer de voir ensemble ce que les décomptes ont donné, et disons, faire en sorte que la transparence revienne, je crois que c'est de bonne guerre. Mais moi, je vais au-delà de cette analyse qui est un peu superficielle. Moi, je dis que Jean-Pierre Fabre n'aurait pas à s'aventurer dans cette histoire d'élection. Parce que tout était dit au départ que c'est des élections scénarisées par le pouvoir fort, Yassimé. C'est des élections scénarisées. Tant bien même que l'Union européenne n'a pas voulu ou bien a conditionné, disons, son accompagnement de ces élections par des conditions. Mais le Togo a dit, mais je suis souverain et je suis d'accord. L'État togolais, c'est un État souverain. Et donc, j'organise ces élections-là sur fonds propres, ce qui a été fait. Mais quand je parle d'élections scénarisées, mais le pouvoir fort a fait des pieds et des mains pour avoir les faveurs du PNUD. Pour avoir les faveurs du PNUD. Je donne quelques chiffres en passant, par exemple. En décembre, le ministère de la Sécurité a reçu du PNUD 110 millions de francs CFA. Le 20 janvier, la Cour constitutionnelle du Togo a reçu 23 millions de francs CFA des mains du PNUD par l'intermédiaire de Mme Kardiata Allo Ndiaye. La HAC de Kwakutozun a reçu 65 millions. Je ne vais même pas parler du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, dont le patron est Gilbert Bahara, qui a reçu 160 millions. Je passe même sous silence ce que la presse togolaise a recevoir de l'ONU via PNUD. Donc vous voyez comment est-ce que ces choses-là ont été scénarisées. Et si Jean-Pierre Fabre était dans ces bonnes réalités, en tout cas c'est l'analyse que moi je fais de la situation, il était dans ces bonnes réalités, il aurait purement et simplement refusé ces élections, s'associer à ces collègues qui, non pas le boycott, mais faire en sorte à ce que nous ayons négocié avec le président Faure, disons, une période transitoire. Si la pression était forte du côté de CAP 2015 et des autres formations politiques qui réclamaient que les réformes institutionnelles et constitutionnelles soient faites avant que toute élection ait lieu au Togo,
Mais je crois que le président Faure aurait cédé à cette période transitoire qui serait un peu salutaire pour le Togo aujourd'hui. Nous n'allons pas assister à ce genre de contestation que nous analysons sur ce plateau. Voilà, Fabrice, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai posé comme question tout à l'heure à Elias, est-ce que vous comprenez CAP 2015 qui préfère faire confiance à l'OIF que de faire confiance à l'institution de la République et la Cour constitutionnelle? Et autrement dit, sur un autre angle, est-ce que l'OIF peut aujourd'hui venir supplanter la Cour constitutionnelle? Non, pas du tout. Je crois que j'ai déjà fait un développement qui prend en compte tout ça là. Tout ça là participe juste à une stratégie politique. Il faut se maintenir en tant que leader de l'opposition. Parce que vous savez que quand on a proclamé les résultats, et au lendemain, au niveau de l'ANC, on ne disait rien, on n'a pas appelé les gens à descendre dans la rue. Les gens ont dit et les gens ont écrit que voilà, que Fabre qui accepte facilement les résultats, il ne fait rien. Et donc, c'était des positions pour essayer d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que Fabre a dilé sa participation à cette élection. Et donc, forcément, il ne peut que poser des actes qui puissent contredire ceux qui pensent qu'il a fait alliance avec le pouvoir pour aller légitimer la victoire de Faure Gnassingbé. Donc c'est comme cela, moi je comprends. Tout participe à une certaine stratégie politique. On a un électorat qui aime bien ça. Il faut garder cet électorat-là avant de voir si on peut gagner plus. Parce que la présidentielle est terminée. Nous avons les locales, peut-être, je ne sais pas quand, mais les législatives, on les aura en 2018. Tout ça là, il faut se positionner. Mais si jamais Fabre se comportait de telle sorte qu'on a l'impression qu'il a accepté ces résultats-là. Ah ben tiens, voilà, il est vendu, il est acheté, il a fait ci, il a fait ça. Voilà, il a reconnu la victoire de Faure et tout ça là. Il ne peut pas le faire, même si dans la réalité, il est conscient qu'il a été battu. Il ne peut pas officiellement reconnaître parce que ça va le fragiliser politiquement. L'électorat qu'il a et qui lui fait confiance jusqu'aujourd'hui, il va le perdre. Et donc, du point de vue stratégique, c'est comme cela qu'il devait agir. Et aujourd'hui, bon, les gens prennent ces ultimatums-là au sérieux, mais bon, c'est pour ça que je dis, il y a eu pire que ça. Il y a eu pire que ça. Maintenant, quand mon confrère dit qu'il est sidéré, je dois être plus sidéré que lui. Imaginez, c'est pour ça à la fin, il m'a rejoint un peu. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est là. Vous êtes libre de lui faire confiance ou pas. Quand on me dit, c'est parce qu'il a déposé sa candidature à valider, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la compréhension. On n'a pas dit que contester une élection était un acte incivique. Non. Non, il y a bien des partis qui ont dit qu'ils auraient bien voulu contester, mais ils se rendent compte que s'ils contestent, même le changement, là, ça n'aura pas un impact. Donc, contester une élection, partout on conteste, même aux États-Unis, en France, vous avez vu même les élections au niveau de, je sais pas, l'UMP ou voilà. Ça, la contestation est là, les textes même prévoient la contestation, mais sauf que il faut contester dans les règles, et Fabre l'avait dit, qu'il va contester dans les règles de l'art. Bon, sauf qu'il n'est pas allé devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, il nous dit qu'il n'a pas confiance. Il aurait aussi pu dire, je ne dépose pas ma candidature parce que je n'ai pas confiance en cette Cour constitutionnelle, elle va rejeter ma candidature. Et là, je vous apprends qu'il avait raison de rejeter la candidature de Jean-Pierre Fabre. Et vous savez pourquoi? Vous savez qu'il a une double nationalité. Et ça, la Cour constitutionnelle a fermé les yeux là-dessus. Il aurait pu dire, je n'ai pas confiance en cette Cour-là, je ne dépose pas. Mais maintenant, il a déposé, la Cour a validé. Qui lui a dit qu'après les élections, s'il déposait des requêtes ou des recours au niveau de cette Cour constitutionnelle, ça ne serait pas validé? C'est pour cela que je dis, c'est une question de logique en politique. Et c'est pour cela que je salue un peu la position du CAR. Nous n'allons pas à ces élections parce que nous ne croyons pas que les conditions sont réunies. Et parmi ces conditions qui ne sont pas réunies, les gens contestent la composition et de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Mais là aussi, le CAR est duaté parce que ses représentants évoluent à la CENI. Ça c'est un autre problème. Mais ce qui est sûr, les réformes qu'on réclame sont constitutionnelles et institutionnelles. Donc cela voudrait dire que les gens se disent qu'avec cette Cour constitutionnelle-là, nous n'allons rien avoir de bon, donc nous n'y allons pas. Mais quand vous y allez et la Cour vous fait faveur, je pèse bien mes mots, la Cour vous fait une faveur, votre candidature passe, parce que quand vous prenez une Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement le droit, il vise également la paix sociale. Et donc, c'est en cela, rejeter la candidature de Fabre, par exemple, créerait un souci.
un malaise social, ça va être comme si on empêche un candidat d'y aller et autres. Donc, quand vous êtes allé, il aurait pu déposer et tester la bonne foi de la Cour constitutionnelle. Si maintenant la Cour constitutionnelle rend un arrêt sur la tête ou qui a la tête au sol et les pieds en l'air, il y a des éminents juristes qui peuvent commenter cet arrêt-là et dire voilà, cette cour-là, on se demande si c'est des juristes, on a là-bas. Mais quand vous n'y allez pas, bon, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas vous forcer. Et la Cour constitutionnelle ne s'auto-saisit pas. Quand vous saisissez la Cour constitutionnelle, c'est à vous d'apporter les preuves de toutes les allégations que vous évoquez. Et donc, pour moi, si on n'a pas la confiance en la Cour constitutionnelle, on ne devrait pas déposer sa candidature devant cette Cour. On ne devrait pas aller se prêter à tous les jeux et c'est à la fin qu'on rappelle aux gens pour leur dire, je conclue tout simplement que ça participe à un jeu politique et un peu de la mauvaise foi. Mais non, quand on me dit qu'on s'est entendu sur Vinci Célie, non, on ne s'est jamais entendu sur Vinci Célie. Les gens ont quitté la CENI, ils sont allés rester dans un quartier de la capitale. Ils ont balayé une partie du pays pour dire qu'ils sont présidents sur la base de ceci. Qui se sont entendus sur les 26 CELI. Et quand vous prenez l'arrêt de la Cour constitutionnelle et les différents rapports que la CENI a versés au niveau de la Cour constitutionnelle, les irrégularités, il y en a partout. Vous avez vu le dédoublement bureau de vote au niveau de Diablé, je ne sais quoi. Il y a les irrégularités, il y en a un peu partout. Et c'est en cela on dit que c'est une élection perfectible. Et ces irrégularités-là, on a conclu que ce n'était pas de nature à inverser les tendances. C'est tout. Sinon, les irrégularités de 5AC à Lomé, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà, avant de retrouver Elias, puisque vous avez tellement insisté sur... Si, par exemple, la Cour constitutionnelle rejetait le dossier de candidature de Jean-Pierre Fabre, est-ce que ça ne ferait pas jurisprudence, puisqu'en 2010, cette même Cour avait déjà validé le dossier de candidature de Jean-Pierre Fabre? Oui, sur la base d'un accord. C'est pour cela que je dis... La Cour constitutionnelle, moi j'ai suivi un séminaire sur le contentieux électoral avec la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une Cour constitutionnelle qui met seulement en avant le droit. Il y a aussi la cohésion sociale qu'il faut préserver. On rejette la candidature de Fabre, on aura du mal à expliquer aux gens que c'est parce qu'il a une double nationalité. Mais on s'est dit qu'on gagnerait mieux, on laissera cette candidature passer, que de la rejeter. Ça va créer une situation qui n'arrange pas la grande partie des Togolais. C'est un peu cela. C'est pour cela. Et parfois, il faut évaluer. Le juge de la Cour constitutionnelle, c'est un juge de paix. On ne rend pas de décision pour incendier un pays, par exemple. Et donc, moi, ça ne me gêne pas que d'abord, peut-être ça aurait pu faire partie des réformes. Cette histoire de double nationalité, ça aurait pu, même si moi j'estime que peut-être on peut dire pas à l'avenir, avec les réformes qu'on aura, que peut-être lorsque vous gagnez l'élection, vous renoncez à une des nationalités. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir un chef d'État qui a une double nationalité. Mais on sait aussi que nous sommes dans un environnement où les gens peuvent en avoir besoin pour leurs affaires et tout ça là et autres. Maintenant, quand on vous amène à renoncer, et si après vous perdez, vous avez perdu doublement, on peut garder sa double nationalité, mais on peut ajouter que c'est quand on est élu, on est obligé de renoncer à cela. Donc pour moi, ce n'est pas quand même un élément, tout le monde sait qu'il est Togolais. Et il y a plein de Togolais qui ont la double nationalité. Donc pour moi, ce n'est pas un élément fondamental sur lequel la Cour constitutionnelle devait créer une crise en rejetant sa candidature et autres. Mais il aurait pu aussi douter pour dire qu'on m'empêche d'aller à une élection au cas où on rejetait, mais on n'a pas rejeté. Il est allé, maintenant qu'il souffre, qu'il essaye de déposer ses requêtes. Et si la Cour rend un arrêt tordu, tout le monde sait, ils ne sont pas les seuls juristes là-bas. Les juristes nous diront, voilà, la Cour a rendu un arrêt tordu. Mais maintenant, il n'est pas allé. C'est un peu difficile à nous autres journalistes de voir si il avait raison. Maintenant, tu fais dans ton coin, tu dis que tu sors des éléments que la francophonie va faire quoi? La francophonie va faire quoi? C'est elle qui va venir remettre en cause les résultats rendus publics par une Cour constitutionnelle. C'est pour cela que je dis ce débat-là, j'aurais préféré qu'on le laisse et qu'on aborde d'autres sujets. Tout ça là participe simplement à une stratégie politique. Voilà, Elias, c'est vrai, aujourd'hui, Fabre donne un ultimatum à la francophonie, un ultimatum qui s'étend jusqu'au 15 mai prochain, mais au même moment, celui-là qui a envoyé, ou celle-là qui a envoyé Sangaré,
s'est félicité du déroulement dans un climat apaisé du scrutin du 25 avril dernier. Est-ce que finalement l'action de Jean-Pierre Fabre ne résonne pas comme un coup d'épée dans l'eau? Non, je ne pense pas. Parce que, au fait, il faut préciser quelque chose. Quand le général Sangaré était arrivé dans nos murs, c'est-à-dire arrivé au Togo, il avait une mission bien précise de la part de l'OIF. Et il a rempli, disons, une partie de sa mission. Il allait rendre compte à sa présidente ou bien à sa patronne. Et on a jugé que sur la base de tout ce qu'il a eu à dire, le rapport qu'il a eu à présenter à l'OIF, on a dit, bon voilà, donc tout est bien passé, et pourquoi pas, il faut féliciter celui qui a été déclaré vainqueur dans cette élection. Mais ce qui choque, c'est que M. Sangaré, en tout cas moi j'étais au meeting de samedi dernier de Jean-Pierre Fabre de CAP 2015, beaucoup de choses ont été dites sur ce monsieur Sangaré. Beaucoup de choses ont été dites sur, disons, la commission qu'il a eu à conduire. Comment ils ont eu à conduire cette commission. Et donc, figurez-vous, au niveau de CAP 2015, ils ont tout fait pour essayer de présenter ces rapports-là aussi à l'OIF. C'est sur la base de ces rapports présentés à l'OIF qu'ils demandent maintenant à l'OIF. Voilà ce que M. Sangaré, votre envoyé, a eu à vous donner comme rapport. Voilà ce qui s'est passé sur le terrain. M. Sangaré, qui est votre envoyé, était aussi sur le terrain, a constaté les mêmes choses. Nous ne savons pas s'il a fait cas dans son rapport de tous ces manquements-là. C'est à partir de ce rapport-là que le CAP 2015 a eu envoyé à l'OIF. C'est à partir de ce rapport-là que le CAP 2015 demande à ce que l'OIF renvoie M. Sangaré pour que les décomptes soient refaits. Là, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du CAP 2015. Nous attendons de voir si le CAP 2015 aura les moyens pour forcer la main à l'OIF de revenir. Bon, maintenant, moi, je veux attaquer un petit point que mon confrère Fabrice vient de numérer. Non, je ne pense pas que CAP 2015 a balayé une partie, c'est encore de ces expressions-là qui me choquent encore, a balayé du revers de la main une partie du Togo pour proclamer les résultats d'une autre partie. Nous avons souvenance que chaque fois que les élections se passent dans ce pays, au Togo, on a toujours dit que le pouvoir en place a toujours gagné au nord et c'est le sud. Le pouvoir en place a toujours reconnu que c'est le sud qui est, je dis bien, laisse-moi terminer, que c'est le sud qui est plutôt le fief de l'opposition. 2013. Lorsque vous prenez toutes les élections, aujourd'hui nous sommes à 6 élections présidentielles depuis 1993. Nous sommes à notre 6e élection présidentielle. Et de toutes ces élections présidentielles, moi je ne compte pas l'élection présidentielle de 1993 parce que l'opposition n'a pas participé. C'est Jacques Amouzouan, Dani et autres là qui ont accompagné le général Yadema pour... c'était également une élection présidentielle. Donc c'est à partir de 1998 que l'opposition, avec la candidature de J.P. Olympio, que l'opposition participait à ces élections. Et selon les résultats, tant bien même que ces résultats-là sont contestés par l'opposition, selon ces résultats-là, l'opposition a toujours gagné au sud du Togo. Si vous avez par exemple 2 champs de maïs à cultiver, vous avez un champ au nord, vous avez un champ au sud, et au moment des récoltes, vous constatez toujours que c'est le champ du nord qui est pillé, volé. Mais prochainement, si vous voulez faire ces champs-là, les garder, quel est le champ que vous allez garder le mieux? C'est le champ du nord. Donc la stratégie que l'opposition a adoptée cette élection-ci, en 2015, c'est de faire en sorte à ce que tous ces, c'est-à-dire que représentants au sein des CELI, au sein des bureaux de vote, soient beaucoup plus suffisants, beaucoup plus regardants sur la manière dont les choses se volaient. Et donc, ils ont constaté que dans ce champ du Nord-là, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Ces irrégularités, ce n'est pas des choses que les gens ont inventées, puisqu'il y a des procès verbaux. Il y a des procès verbaux, même la Cour constitutionnelle a cité même le cas de Bina.
Et tout à l'heure, je m'inscrivais en faux quand Fabrice disait que la Cour constitutionnelle ne se saisit pas. La Cour constitutionnelle s'auto-saisit. Non, justement, j'aime bien. La Cour constitutionnelle s'auto-saisit sur des cas précis. Sur des cas précis. Quand vous prenez le manifeste de la Cour constitutionnelle, vous allez bien voir. Je dis sur des cas précis. Bon, même si c'est dans ce cas électoral, comment se fait-il que la Cour constitutionnelle se prononce sur le cas de bilan? Sur la base des rapports de la CENI. Non, oui, la CENI a adressé des rapports qui ont suivi. Donc je vous dis tout simplement que sur cet aspect-là, nous n'allons pas mener en bateau les Togolais, leur inculquer encore, disons, cette notion-là du nord, du sud, du nord, du sud. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je dis tout simplement que... bien, on a assez compris, mais on retient quand même que dans les résultats... Je vais apporter une précision. D'abord... Oui, mais avant, si vous permettez, je tiens à préciser que dans les résultats proposés par CAP 2015, on a pris en compte 26 CELI et on a laissé 16 CELI. Voilà. Et ces CELI-là se retrouvent. Moi, je me porte en faux quand on dit que tel gagne ici, tel gagne là. En 2013, il y a l'opposition allait prendre des sièges dans les savanes, dans la région de la Cara. Je parle de la globalité des résultats. Et tout cela. Maintenant, de façon globale, mais quand on vient dire... Et puis ce qui me surprend, c'est sur cette histoire de la francophonie de Sangaré. Mon confrère est allé, on lui a servi un plat au meeting de CAP 2015 qu'il a consommé copieusement sans même se poser la question de savoir quels sont les différents ingrédients. Je suis un peu désolé que tu avales ça comme cela. Il faut vraiment faire attention parce que à force d'avaler tout ce qu'on te raconte, tu risques à un moment donné de te constituer. Non, Fabrice, je crois que là, tu ne parles plus en qualité de journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, moi, j'aurais bien souhaité que toi aussi, Fabrice, tu puisses quand même assister à ces meetings-là pour les écouter. Moi, je ne t'ai jamais vu à ces meetings-là. Je ne dis pas. Je ne t'ai jamais vu au meeting de l'opposition. Je suis un directeur. Il n'y a pas non, justement. Il n'y a jamais eu de tête déléguée. On va aller pas à pas. Oui, Fabrice, vous avez la parole. Est-ce que j'ai la parole? Oui, vous avez la parole. On va aller pas à pas. Il se fait le démocrate, grand journaliste, entre parenthèses, qu'il souffre que j'en parle. Je dis bien, quand mon confrère a parlé tout à l'heure, on a l'impression qu'il est allé au meeting de CAP 2015, on lui a servi un plat qu'il a avalé. Parce que j'aurais voulu qu'un bon journaliste, il essaie de dire, bon, voilà, nous avons joint la francophonie ou tel qui a dit ceci ou cela. Il dit oui, bon voilà, on a fait un rapport, on ne sait pas si Sangaré a mis ça dans son rapport, c'est sur la base du rapport de Bordeaux, c'est sur le rapport... Moi je m'en tenais au fait, mais je ne sais pas ce que tu voulais que je... Les faits, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. On va aller pas à pas. Je n'ai pas de faits. Moi je vais appeler l'OIF pourquoi? Pour demander quoi? Laissez Fabrice aller au bout de sa logique. Laissez Fabrice aller au bout de sa logique. Il est pris au bout du ne confondons pas les rôles. Ne confondons pas les rôles. Laissez Fabrice aller au bout de sa logique. Après, vous allez. On va se calmer. On se calme. Je dis simplement. Fabrice aller au bout de sa logique. On t'a servi une version, tu as consommé, tu n'as plus cherché à voir ailleurs. C'est tout ce que je dis. Mais attends, quand tu es journaliste autant que moi, monsieur. Rodrigue, quand tu vas, il y a un contentieux, deux personnes se discutent pour une chose. Même quand tu entends une version, on ne s'arrête pas là, on cherche à voir. Et quand on cite le nom de quelqu'un, la logique voudrait que tu appelles la personne pour dire voilà, tu as été. Mais quand on te sert une version que tu l'avales et tu viens vomir ça ici, c'est pour cela que je dis ça ne marche pas comme cela. Ou alors tu t'exprimes en tant que militant, là je suis d'accord, mais si c'est en tant que journaliste, sers-nous l'autre version. Qu'est-ce qu'on dit dans l'autre camp? C'est tout ce que je veux savoir. Voilà. Je suis désolé que j'ai été incompris. Non, tout à l'heure, je suis désolé que j'étais incompris tout à l'heure par Fabrice, qui a peut-être d'autres idées, d'autres arrière-pensées. Parce que d'abord, ce n'était pas, ma démarche n'était pas, je dis bien, j'ai assisté à un meeting de CAP 2015. Oui. Et ce que CAP 2015 proposait dans son agenda de revendication, de contestation des élections actuelles, voilà le rapport que le CAP 2015 a envoyé à l'OIF, demandant qu'on confronte ce rapport-là au rapport que Sangaré a eu à apporter à l'OIF. Mais qu'est-ce que moi, en ma qualité de journaliste, parce qu'il y a CAP 2015 qui dit que j'ai envoyé un rapport à l'OIF,
je vais appeler l'OIF pour demander si effectivement CAP 2015 a envoyé un rapport. Mais je suis désolé pour Fabrice aussi. Puisque moi, je parle en qualité de journaliste. Je ne parle pas en qualité de militant pour dire, mais voilà, je suis un politique pour chercher à savoir si le rapport, ce n'est pas deux versions différentes. Je suis désolé. C'est que tu comprends mal les choses. Ce n'est pas deux versions différentes. Je dis que c'est la version. Je parle du rapport. Il est à lui à comprendre. Ce n'est pas. Donc, quelle est la deuxième version? Tu veux que j'aille à l'OIF? C'est comme si tu voudrais. C'est comme si tu non. Très bien. Si vous permettez, on a assez compris. On s'en tient à un fait. Le scrutin a atteint son terme. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. CAP 2015 conteste et a saisi, on dirait, l'Organisation internationale de la francophonie. On attend de voir jusqu'au 15 mai prochain ce qui sera fait. Mais avant, on va essayer d'aborder le second sujet. Donc, pour ce qui concerne notre débat de ce matin et autour de ce plateau, il s'agit bien sûr de l'évaluation des grands défis de l'heure, des grands défis auxquels vont faire face le nouvel élu proclamé par la Cour constitutionnelle, Faure Essozimna Gnassingbé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant le scrutin, il y avait la grogne sociale par l'entrevue de la synergie des travailleurs du Togo qui est resté dans un coin, qui a observé donc une pause laissant le scrutin aboutir. Les élèves ont repris. On n'a pas de nouvelles de la synergie. Est-ce bonne nouvelle ou on doit s'attendre peut-être à un réveil de dernière minute? Non, c'est bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, moi j'espère que la synergie est là. Mais il faut aussi comprendre qu'au lendemain d'une élection, il y a une certaine léthargie qu'on constate, c'est-à-dire que le président est élu, on sait qui est président, mais pour l'instant, c'est un peu le doute dans les ministères et autres, puisque le Premier ministre, sûrement dans les prochains jours, va remettre sa démission, ce qui veut dire que le gouvernement ne va gérer que les affaires courantes. Il y aura forcément soit les mêmes personnes ou d'autres personnes qui prendront certains postes. Donc je crois que de façon globale, même quand vous avez une action à entreprendre aujourd'hui administrativement, parfois on est un peu coincé par ce genre de... C'est vrai qu'il y a une certaine continuité au niveau de l'administration, mais il y a aussi certaines décisions politiques qui sont un peu freinées par le fait qu'on s'attend. On est dans l'attente. On ne sait pas ce que les prochaines heures réservent. Justement, on est dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Il ne faut pas aller démarrer des discussions avec quelqu'un qui est partant et tout ça là. Je me dis, c'est mon analyse, c'est mon hypothèse. Je me dis que peut-être c'est pour cela on a l'impression que la synergie c'était. Sinon, on est seulement à quelques jours après les élections. Et je crois que c'est quand peut-être on aura un gouvernement, le nouveau gouvernement formé, qu'on sait qui est l'interlocuteur par rapport à tel ou tel problème. Voilà. Et par rapport à la synergie d'abord, avant d'aller vers les autres défis. Non, je pense que c'était l'un des grands défis que le président Faure, le candidat Faure de l'UNI devait relever avant d'aller aux élections. Moi, j'ai lu dans un journal, on parlait de ces 6 points de moins qui ont donné la sueur froide au président Faure avant l'élection du 25 dernier. La synergie a posé des conditions, a posé des contestations, voudrait une vie meilleure pour leur travail, leur bien-être. Mais jusqu'à ce que nous allions aux élections, rien de tout cela n'a été fait. Moi, entre-temps, j'avais prédit, je dis, mais si tel était le cas, je ne pense pas que ceux-là qui sont regroupés dans la synergie puissent quand même voter pour un président qui n'arrive pas à satisfaire leurs besoins. Et donc, aujourd'hui que les élections sont passées, truffées de contestation, nous sommes encore dans ce stade de contestation. Je ne sais pas si la synergie va rentrer aussi dans la danse. Et si jamais la synergie rentrait dans cette danse-là au moment des contestations, je crois que ce serait une danse macabre pour le Togo. Macabre pour le Togo. On va aller vers les autres défis. Ça, c'était juste par rapport à la STT, comme je l'ai dit, qui a décidé de laisser le scrutin aller à son terme avant de sortir. On attend de voir. Mais outre la STT, quels peuvent être donc les grands défis de l'heure par rapport à ce quinquennat? Oui, bon, je crois que le véritable opposant, ou bien la véritable opposition à Faure Gnassingbé, c'est le Front social. Et je crois que pour ce quinquennat, il va falloir, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais ça reste encore insuffisant. Il va falloir
être beaucoup plus regardant là-dessus, améliorer les conditions de vie des Togolais, pas des fonctionnaires seulement, parce que parfois les gens pensent qu'il suffit de multiplier les salaires des fonctionnaires et le tour est joué, même si ils apportent un plus au sein de la communauté. Je crois qu'il faut revoir beaucoup de choses, agir sur les prix. Quand vous prenez par exemple le prix du ciment, aujourd'hui, on a du mal toujours à rabaisser. Ça varie, mais ça varie finalement, il n'y a plus de prix fixe. Oui, il n'y a plus de prix fixe. Et puis, c'est un peu cela, c'est-à-dire que même quand vous augmentez les salaires, il faut faire de telle sorte que les prix soit vraiment... Augmenter aussi le pouvoir d'achat. Oui, c'est-à-dire que quand vous augmentez le pouvoir d'achat, il faut éviter à ce que les prix flambent sur certains produits. Si ça ne valait pas la peine. Donc c'est ça qui est important, parce qu'il ne sert à rien quand vous augmentez 1000 francs sur votre salaire et le lendemain, vous constatez que le pain qui coûtait 100 francs CFA est à 300 CFA. Ça veut dire que ça ne changera rien dans votre vie. Et donc, il faut vraiment s'organiser de sorte que le fonds social puisse être réglé. Et je le précise, prendre en compte la situation des fonctionnaires et aussi des biens des troupes togolais, le secteur privé, créer les conditions les plus idéales pour que les entreprises des gens puissent prospérer. Et je crois que c'est l'ensemble de cela qui fera que le pays sortira de l'ornière. Parce que même si on augmente tel ou tel sur les salaires des fonctionnaires, qui ne sont qu'à peine 50 000 au niveau du Togo, on n'aura pas résolu le problème. Au même moment où on va régler ce problème des fonctionnaires, il faut aussi créer des conditions pour que ceux qui exercent dans le secteur privé puissent également s'en sortir. Je crois que ça doit être le plus grand défi. Et le second défi, ça doit être forcément, on va relancer les débats sur les réformes. Et je crois que ça aussi, on attend. Des jalons avaient été posés par le chef de l'État qui veut vraiment ouvrir un grand chantier par rapport aux réformes. Il va falloir s'y atteler et pour que également jusqu'à la fin de ce quinquennat on puisse avoir toutes ces réformes là. Donc voilà pour moi les grands défis. Sinon pour le reste, essayer de continuer dans la même logique, la question des droits de l'homme, les libertés et tout cela, renforcer cela. Mais ce qui attend plus, c'est le fonds social et puis la question des réformes pour un apaisement politique. Oui, Elias? Oui, je suis d'accord avec Fabrice qui insiste sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Moi, je pense sincèrement que le premier grand défi auquel doit faire face l'élu de cette élection présidentielle, c'est ces réformes-là. Parce que sans ces réformes, je crois que nous serons toujours dans cette crise permanente. Et le Togo n'est pas un pays devenu souverain pour, disons, perdurer dans des crises à répétition. Le Togo a tellement de problèmes qu'il faut régler à fond. C'est pour ça que j'étais d'accord avec ces politiques-là qui avaient proposé à la veille de l'élection présidentielle qu'on refonde cette république-là, qu'on essaye de revoir les problèmes. Parce que je crains que, même si on dit que c'est le Fonds social aujourd'hui qui est l'un des grands défis auxquels doit faire face le président Faure, à lui seul, à l'étape actuelle, ne peut pas diriger le pays. Parce que notre pays, il faut avoir le courage de le dire, est pratiquement en ruine, est en déconfiture totale. La confiance n'y est pas. Et les réformes institutionnelles, constitutionnelles viendraient mettre une certaine confiance dans cette classe politique-là, à ne plus aller aux élections, revenir, contester, et puis dialogue, élection, contestation, dialogue. Je crois que nous tournerons. On a suffisamment roulé cette pierre de Sisyphe-là, il faut arrêter. C'est pour ça que je dis, le premier grand défi de l'élu de cette élection passée, je crois que c'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et je vais même loin. S'il y a même possibilité, celui-là qui se dit élu, ou bien celui-là qui est élu, doit prendre en compte, disons, toutes les couches sociales. Autrement, faire en sorte à ce que nous ayons ce qu'on appelle une période transitoire. Je sais que la démocratie, on me dira que la démocratie est en marche au Togo, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore dans cette vraie démocratie-là. Donc il faut faire appel à toutes les couches sociales, refonder la République, régler tous les problèmes. Et vous verrez que, comme par magie, les revendications de telle entité, de l'éducation, de ceci, de cela, ne vont plus faire surface, ou bien ne vont plus se poser avec acuité. Donc, le grand défi que moi je pense,
c'est les réformes institutionnelles constitutionnelles. Mais comment arriver à faire ces réformes-là si je suis dans l'hypothèse de travail selon laquelle nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale qui est pratiquement majoritairement de unir, et vous avez souvenance que tant bien même que le gouvernement Ahmed-Zounou avait, disons, eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont eu la volonté de faire ces réformes-là, et le projet de loi de ces réformes-là a été envoyé à l'Assemblée nationale, il y a eu blocage. Et s'il y a possibilité, il faut faire dissoudre, c'est une proposition, il faut faire dissoudre l'Assemblée-là, prendre les 2 années qui restent pour que cette Assemblée-là arrive à terme de son fonctionnement, prendre ces 2 années-là, organiser une transition, cette transition-là qui peut sauver le Togo, et pendant cette transition-là, essayer d'aplaner tout, baliser le chemin pour qu'on ne puisse plus parler d'élection, contestation, dialogue. Le cercle vicieux, on en a assez. Il faut que ça avance. Voilà. Est-ce que vous partagez cette proposition d'Elias en guise de dernier mot? Tu tout pas. Et qu'est-ce qui prouve même que cette transition-là permettra de régler tous les problèmes du Togo? Et puis on fait comme s'il n'y a jamais eu ça au Togo. Nous avons eu ce qu'on appelle la conférence nationale. Qui sont les délégués qui sont allés là-bas? C'est les mêmes Togolais. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat? Qu'est-ce que ça a apporté au pays? Les contestations. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même quand on parle de dialogue et autres, moi je sais pas. Le dialogue, oui, il le faut parce qu'une seule personne ne se lèvera pas pour brandir des réformes comme cela. Mais je crois que quand on veut la démocratie, il faut la vouloir avec ses conséquences aussi parfois néfastes. Lorsqu'on va à une élection, il y a de fortes chances que forcément, à une élection législative, il y a de fortes chances que forcément une partie se retrouve majoritaire au niveau du Parlement. Mais maintenant, vous n'allez pas organiser une élection, quelqu'un est déclaré gagnant et vous allez lui demander de mettre entre parenthèses sa victoire, sa gouvernance pour ouvrir une transition. La transition arrive dans 2 situations. La première situation, par exemple, c'est celle qu'on a eue en 90. Là, il y a une sorte de révolution où tout a été, l'ancien ordre a été pratiquement renversé, même si Adema est encore resté au pouvoir. Et maintenant, les forces vives de la nation se retrouvent pour asseoir une nouvelle dynamique. C'est ça qui a ouvert les portes à la 4e République et tout cela, où on n'avait pas une assemblée nationale, et puis bon, mais il y avait un haut commissariat où on a fait les lois, une constitution que tous les Togolais ont voté. Là, on a eu une transition qui a permis d'avoir ça. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, à l'état où on est, c'est vrai qu'on n'est pas encore... notre démocratie a à peine 25 ans. Dans les grandes démocraties, il y en a qui totalisent près de 2 siècles aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ceux qui veulent le rêve d'une transition, il n'y a qu'une situation qui se présente. Soit vous renversez les institutions, et maintenant vous mettez tout entre parenthèses, vous suspendez tout et vous demandez à ce qu'une transition soit mise sur pied. Sinon, dans la situation actuelle, je ne suis pas en train de voir Faure Gnassingbé mettre entre parenthèses ces 5 ans pour dire je dissous l'Assemblée, je balaye tout, moi-même je quitte pour donner la place à quelqu'un pour qui gère la transition. Pour moi, dans la faisabilité, ça va être difficile. Mais si quelqu'un a les moyens de renverser les institutions de la République, dire que bon, un matin on nous dit voilà, l'Assemblée est dissoute comme ça se passe au Burkina et bien dans d'autres pays, on peut avoir lieu à cette transition-là. Mais aussi longtemps qu'on mettra en avant les éléments de la démocratie tels que l'élection et tout cela, et on déclare quelqu'un gagnant, pour moi, ça va être difficile. On ne peut que le forcer. Et quand on dit forcer, c'est pas avec le verbe, quoi. C'est avec le moyen. En fait, encore une minute, voilà. Encore une fois, je suis encore désolé parce que le mal des Togolais, c'est que nous attendons la dernière minute pour agir. Vous voulez que nous attendions une révolution avant qu'on aille à une transition? Je suis désolé. Je crois que nous arriverons trop tard dans un monde déjà trop... Voilà, ce sera la fin donc de notre échange de ce matin au plateau de votre émission Grand Jury entre confrères en studio. Elias Nkali, directeur de publication du journal La Croix du Sud, et Fabrice Pétési, directeur de publication du journal Le Libéral. Nous avons abordé l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo, en attendant de voir ce que demain sera fait. Mais retenez tout simplement qu'à l'issue du scrutin du 25 avril dernier, Faure Gnassingbé est donc élu
selon les résultats proclamés et par la CENI et par la Cour constitutionnelle avec 58,77% des voix. Et du côté de CAP 2015, on revendique la victoire avec 52,20% des voix sur la base des résultats de Vinci Célie. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Également, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous. Au revoir.